Et ici, chez Flaubert, la pratique de l'hospitalité va confiner au sacrifice, voire à la mortification, mais c'est bien loin d'être toujours le cas. Dans bien d'autres occurrences, elle est infiniment plus légère, plus joyeuse, puisqu'elle ouvre une brèche dans la monotonie des jours. Elle fait espérer aux accueillants de beaux récits de voyage, de beaux récits d'aventure à la veillée, ce qui est, selon Benjamin, vous le savez, le seul truchement authentique de la transmission de l'expérience. Elle projette l'accueillant vers des espaces autres, donc pas vers l'utopie, mais plutôt vers l'hétérotopie, vers des mondes d'ailleurs. Or, elle est ce qui va permettre de sortir du corps de la communauté fermée. L'arrivant est alors celui par qui tout peut arriver, comme dans l'apologue du théorème de Pasolini, le pire et le meilleur, c'est-à-dire la révélation de toutes les fêlures qui traversent chacun de ceux qui composent la famille accueillante, mais aussi un puissant effet de retour au réel dissimulé sous les conventions et les mensonges dont la vie familiale est le siège et le point de condensation. L'arrivant, donc l'hôte, est bien alors celui qui libère, qui dénoue les liens, mais bien sûr, à quel prix? C'est au point que l'on ne saurait dire, en fin de compte, pour rester un peu du côté de théorème, qu'on ne saurait dire en fin de compte ce qu'il est. Quoique le messager qui l'annonce s'appelle Angelino. Mais quand même, saurait-on dire ce qu'il est, Dieu ou diable? D'ailleurs, la critique catholique, quand elle s'est penchée sur le film de Pasolini, s'est radicalement, en son temps, donc c'était en 1968, date de sortie du film, elle s'est radicalement divisée sur ce point. Tandis que l'Office catholique international du cinéma décernait son prix à Théorème, une partie des milieux catholiques s'activait en vue de faire de Pasolini un procès pour obscénité. Un procès qu'il a gagné à la haute main d'ailleurs, soit dit en passant. On voit cet exemple, dont parle aussi René avec pertinence dans son livre, dans Zeus hospitalier, que l'hospitalité n'est pas seulement dans son fond inconditionnel, elle est aussi indéterminée, indéterminable quant à ses manifestations et ses effets. Dans Théorème, en effet, Terence Stamp, le visiteur, qui n'a pas de nom d'ailleurs, est un révélateur, un catalyseur. Sa seule irruption est pourvoyeuse de vérités aveuglantes, destructrices, salutaires, réparatrices pour certains. Elle est à la surface de réfraction sur laquelle les uns et les autres se découvrent tels qu'en eux-mêmes. Mais qui sait, d'un autre côté, si cette apparition au visage d'ange n'est pas celle d'un ange exterminateur. Lorsqu'on est prof et qu'on part en mission à l'étranger, pour passer, par exemple, quelques semaines ou quelques mois sur un campus où l'on ne connaît personne, on fait des expériences qui rendent très sensibles à la différence entre droit de circulation et hospitalité. Il y a en effet la plupart des collègues locaux qui, lorsque vous débarquez, vont vous saluer cordialement, vous souhaitent un bon séjour, s'inquiètent de savoir si vous êtes bien logé, etc. Et puis qu'ensuite, vous ne croiserez plus qu'épisodiquement dans les couloirs, à la cafétéria ou dans les réunions d'usage. Ceux-là sont tous, sans exception, favorables à un droit de circulation applicable en faveur de collègues étrangers, parce que les profs, c'est fait pour circuler, parce que c'est bon pour les étudiants, parce que c'est bon pour l'institution, qui peut se prévaloir de sa dimension internationale, etc., etc. Et puis, tandis que vous avez rapidement tendance à vous emmerder comme un rat mort sur ce campus où il ne se passe pas grand-chose et d'où il n'est pas facile de s'extraire parce qu'il est souvent loin des villes, il y en a quelques-uns, peu nombreux, qui vont vous inviter à dîner, qui vont vous proposer une excursion à la montagne ou une partie de pêche. Les premiers, je dirais, sont les civilisés, ordinaires. Les seconds sont équipés de ce sixième sens qui les destine à l'hospitalité. Ils sont sensibles à l'intrigante étrangeté de l'étranger. Ils aiment parler sa langue. Ils ont à cœur de lui faire découvrir ce qui leur paraît digne de l'être dans leur monde à eux. Le réalisme kantien, qui infère de la rotondité de la Terre, la nécessité pour les États de laisser circuler les gens, Besuchrecht, mais sans que cela implique l'obligation de les accueillir en hôte et indéfiniment, ce qui serait Gastrecht. Ce réalisme kantien, eh bien, il porte déjà, me semble-t-il, la marque de la raison étatique moderne, et même d'une sorte de proto-biopolitique.
qui fait de la réglementation des conditions de séjour des étrangers une prérogative essentielle des pouvoirs modernes. En termes de police contemporaine, le principe kantien va pouvoir se formuler abruptement. Ainsi, on vous accorde un visa de 60 jours, à l'expiration duquel vous êtes sommé de rentrer chez vous. Et comme chacun sait, par les temps qui courent, l'obtention même de ce visa, et sous Recht, est à géométrie variable. Si vous êtes originaire d'un pays de l'Afrique subsaharienne, il vous faudra beaucoup de pistons et de petites enveloppes pour l'obtenir. Quoi qu'il en soit, et même si la police des circulations pratiquée par les pouvoirs contemporains se tient bien en deçà des principes fixés par Kant, il n'en reste pas moins que cette sorte de sens commun auquel fait référence son raisonnement conduit à éluder assez radicalement les puissances non politiques, et je dirais même impolitiques, de l'hospitalité. Car l'essentiel se joue avec l'hospitalité dans le suspens ou la suspension du réalisme, c'est-à-dire la mise entre parenthèses des normes qui régissent la vie courante, une forme de sortie de soi, d'oubli de toute prudence, de tout calcul. Tout acte d'hospitalité véridique dessine l'espace d'une hétérotopie, c'est-à-dire d'un devenir autre qui engage aussi bien l'accueillant que l'accueilli, qui les décèle et les transforme. La pratique de l'hospitalité vive redessine la communauté, puisqu'elle suppose bien cette entre-exposition des subjectivités dont parle Jean-Luc Nancy, c'est-à-dire l'apparition au fond d'une nouvelle communauté, celle qui rassemble le Gast et le Gastgeber. Il ne faut jamais oublier que tout acte d'hospitalité vive suppose un formidable pari, c'est-à-dire le suspens de toutes les questions utiles, du genre « et si celui que j'accueille était un criminel endurci ? Et s'il allait me voler mon argenterie ? Et ma femme aussi ? Et pervertir ma fille, voire mon fils, et tuer mes chats ? Et s'il était l'être le plus éloigné de tout ce à quoi je suis le plus attaché ? Croyances, convictions, actes de foi de toutes sortes. Il s'agit bien donc d'accueillir au plus intime de soi-même, c'est-à-dire dans son foyer, parmi les siens, celui qui se présente, et ceci sans faire le tri, à l'encontre de ce qui est le premier geste des pouvoirs modernes, donc accueillir n'importe qui, le plus parfait inconnu, le plus unheimlich des inconnus. L'hospitalité en ce sens est bien une sorte de folie, car elle mise tout sur l'entre-exposition heureuse des subjectivités, c'est-à-dire sur la communauté survenant comme un don inopiné, et parce qu'elle repousse absolument le spectre de la mésentente susceptible de surgir lors de la rencontre de deux inconnus, c'est-à-dire la figure de la mauvaise rencontre comme l'antagonique même de l'hospitalité, c'est-à-dire le coup du mauvais carrefour dans la tragédie d'Oedipe. Et c'est précisément dans ce risque ou dans cette déraison de l'hospitalité que se tiennent ces puissances extra-politiques. Repartons de la figure antique, devenue assez énigmatique pour nous, celle du mendiant qui demande de gîte et le couvert et qu'il convient d'accueillir avec tous les égards car il pourrait s'agir d'un dieu. Parmi les milliers de réfugiés antifascistes que la République française recueillit sur son territoire, je dis recueillit plutôt qu'elle ne les accueillit, dans les années 30. Il y a des ouvriers, des intellectuels allemands persécutés par les nazis, des combattants des brigades internationales en Espagne, des juifs victimes de persécutions raciales en Allemagne nazie et en Europe de l'Est. Parmi donc toute cette poussière d'humanité mal tolérée par les autorités françaises, promptement jetée dans des camps d'internement dès que la guerre a été déclarée, parmi toute cette poussière d'humanité, il y avait un dieu, un petit dieu, ce que tout le monde ignorait, alors, à commencer par lui, une petite déité de la philosophie, et qui s'appelait Walter Benjamin. Un petit dieu malheureux, déprimé, totalement apraxique, incapable de se débrouiller par lui-même, désorienté, et qui, dès lors que le droit d'asile a été grossièrement bafoué par les autorités françaises, s'est trouvé donc voué à la plus misérable des morts. N'oublions jamais que le grain de sable qui a décidé Benjamin à avaler la dose de morphine mortelle à Portbou, sur la frontière espagnole, a été l'impossibilité pour lui de présenter aux autorités espagnoles le certificat de sortie que sciemment les autorités françaises ne lui avaient pas délivré.
Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces conditions, où était aussi grossièrement bafoué le principe d'un accueil et d'une protection garantie par un État moderne à un réfugié persécuté par une autre puissance, seul dans ces conditions, un geste, un acte d'hospitalité qui perfore les contraintes politiques et qui prennent à contre-pied le dispositif général de vomissement de l'étranger par la puissance publique, mais aussi qui prennent à contre-pied l'indifférence de la majorité de la population, ceci seulement, seul un tel acte, seul un tel geste fou aurait pu sauver le petit Dieu Benjamin. Quand je dis petit Dieu, ce n'est pas pour faire joli, c'est assez précisément en pensant à une remarque que j'ai entendue un jour dans la bouche de Philippe Lacoue-Labarthe. Lacoue-Labarthe disait « Je m'intéresse à Benjamin parce qu'il est la seule chose, entre guillemets, qui résiste à Heidegger tout en se tenant à la hauteur de celui-ci. La seule chose qui résiste à la philosophie en uniforme, à l'autochtonisme post-métaphysique, c'est-à-dire à l'irruption dans le champ de la philosophie au XXe siècle du régime de la catastrophe permanente. L'acte d'hospitalité inconditionnel et désintéressé qui aurait pu sauver Benjamin et qui n'eut pas lieu, met donc en jeu directement le destin de la philosophie. Et c'est donc dans les ruines que nous avons, nous, des décennies plus tard, relevé ces débris et ces éclats de la philosophie de Benjamin qui nous ont convaincus qu'il était bien ce Dieu caché, ce Dieu ignoré, dont la voix a tellement manqué aux contemporains dans l'immédiat après Auschwitz, dans l'immédiat après Hiroshima, dans les temps de la guerre froide, puis de la promotion de la démocratie du public, etc., etc. Benjamin est mort à Portbou, donc en septembre 1940, à l'âge de 46 ans, soit en pleine force de l'âge. Lorsque nous, qui vivons et travaillons dans le champ de la philosophie, qui réfléchissons sur les conditions qui régissent la police des circulations et de l'accueil de l'étranger dans notre pays, eh bien, nous ne devons jamais oublier cette double tache de sang intellectuel qui s'étale sur le fronton de la République. La France, en substance, c'est le pays qui a refusé d'accorder la nationalité française à Benjamin. Et c'est le pays dont l'administration préfectorale a, par un de ces actes de méchanceté ontologique dont l'État moderne a le secret, créé les conditions de sa mort pitoyable et désolée, comme pour couronner la victoire nazie. Merci. Ah, je ne dirai rien, non pas je ne dirai rien, parce que je ne pourrai pas greffer d'autres paroles, mais je crois que celles d'Alain sont largement suffisantes, ont largement complété, sont allées dans le sens de ce que j'avais voulu dire, l'ont complété, et j'ai été très ému en particulier par ton adjonction, par ton allusion finale à Walter Benjamin. Je signale qu'à l'heure actuelle, au musée de l'histoire juive, il y a une exposition consacrée aux archives de Walter Benjamin qui sont extrêmement intéressantes parce qu'il complète la figure que l'on pouvait en avoir dans sa vie quotidienne, dans son enfance, etc. Je vous en signale l'existence. Maintenant, je disais que je donne adhésion pleine et entière à ce que tu as dit. J'ai appelé cela cette hospitalité inconditionnelle, je l'ai appelé également absolue, c'est pourquoi je l'ai présenté autour de figures qui sont plutôt des figures esthétiques, et qui sont empruntées, là encore c'est la philosophie s'enrichit et se nourrit par ces emprunts, ces informations tirées d'autres sources que la philosophie proprement dite, c'est-à-dire Jean Genet, Flaubert, Pasolini. Dans le cadre de la philosophie proprement dite, c'est-à-dire philosophie, ou de la
C'est dehors. C'est dehors. C'est une sirène dehors. Ah, c'est dehors. Oui, j'ai donné une place particulière à Kant et à ce concept d'hospitalité universel, autour duquel il construit le droit cosmopolitique, c'est-à-dire le droit international, mais qui est un droit de visite. C'est pas, là, tu as raison de dire que chez Kant, il y a une ambiguïté, il y a une possibilité d'aller dans le sens d'une analyse qui justifierait cette université appelée absolue ou hyperbolique. Le mot est de Derrida, d'ailleurs, appliqué à l'hospitalité dans le livre qu'il a consacré à l'hospitalité en 1996. Mais j'adopte également cette expression d'hyperbolique aussi conviendrait fort bien. À l'intérieur de mon texte, j'introduis pour la confrontation entre l'hospitalité telle que je l'entends, proprement dite, et une hospitalité devenue droit ou transformée en droit, une confrontation entre Proudhon et Fourier. C'est pourquoi, là, dans ce domaine-là, je dis que Fourier seul a conservé le sens dans l'harmonie universelle de l'hospitalité universelle, tandis que Proudhon, qui est aussi un utopiste, mais un utopiste d'une autre manière, a dit au fond, nous n'avons plus besoin à l'heure actuelle de l'hospitalité, parce que l'hospitalité telle qu'on l'entendait dans les différents droits d'hospitalité, il se réfère au droit latin en particulier, a passé dans les mœurs et est devenu droit. Et le point de départ de ma réflexion, c'était, qui correspond tout à fait à ce que tu as dit, c'était de dire non, elle n'est pas devenue droit parce qu'elle s'est absorbée et supprimée dans le droit, parce que si on regarde l'hospitalité dans son concept proprement dit, pas exactement le concept kantien, mais en fait dans son sens extensif et profond, cette hospitalité se trouve du côté de ce qui n'est pas identifiable ni exprimable dans un droit. Et c'est pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait des références à des œuvres qui débordent complètement le domaine de la réflexion, de la conceptualisation philosophique. C'est ce que j'avais ajouté, en te remerciant très profondément d'avoir porté cette attention à ce que j'avais écrit là-dessus et auquel tu as apporté des éléments et des compliments que je fais bien avec ta permission. Merci beaucoup. Intervention ?